Et c'est pourquoi la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur le ministre, vous passerez mes salutations fraternelles au président de la République. Nous espérons encore, parce qu'il ne sera jamais trop tard pour revenir à l'essentiel, pour revenir à ce qui fait son âme politique. Je ne pense pas qu'il ait pu autant varier en si peu de temps. En quoi ça peut gêner le président de la République? Lui-même qui l'a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer à l'entrée et à la sortie. Il l'a dit, les vidéos sont là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Lui-même a dit, dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, que le président de la République ne peut pas être président de parti, parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque. Et ceux qui doivent savoir savent que nous savons. Ce n'est pas normal. C'est tout ce que PASTEF a combattu pendant 10 ans, avec tous les sacrifices qui ont été consentis, que le président a voulu fouler du pied. Quand j'entends une certaine opposition aujourd'hui se présenter comme défenseur de Bassirou Diomaye Faye, ça nous fait rire. Ça nous fait rire. Mais la nature a un horreur du vide. Quand vous vous séparez de votre âme, de votre base, de votre assiette, de votre assise, évidemment, toutes sortes de récupérateurs vont vous récupérer pour vous orienter vers d'autres causes qui n'ont rien à voir avec l'objet de notre combat. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi le pouvoir constituant, et je félicite les députés qui ont pris l'initiative, a fait une proposition de révision constitutionnelle conforme à ce qui est issu du dialogue, conforme à ce qui est issu de toutes les réflexions qui ont été initiées, conforme à ce que le comité technique avait fait. À partir de ce moment, le pouvoir constituant s'est exprimé aujourd'hui. Et il s'est fortement exprimé. Fortement exprimé. Relation Ousmane Sonko-Diomaye Faye, la famille. Diomaye Faye qui rejette l'option choisie par Ousmane Sonko sur la déclaration du patrimoine. Mais Ousmane Sonko revient et affirme qu'il ne sera jamais tard que Diomaye Faye revienne à la raison, qu'il vienne demander pardon et revenir à la raison. La famille restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre les faits. Nous sommes dans une démocratie. Les choses se règlent dans les canaux qui ont été tracés par les textes. 1/10 des députés ou le président de la République peuvent toujours saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a une jurisprudence constante, une jurisprudence claire, qui veut que lorsque le pouvoir constituant s'est exprimé, c'est le peuple qui s'est exprimé, le Conseil constitutionnel ne vérifie que la procédure et les clauses d'éternité. Le Conseil constitutionnel ne sera pas là pour parler de charges nouvelles, encore que ça n'a pas été démontré. Aucune charge nouvelle n'a été créée. Au contraire, avec cette réforme, on va avoir une baisse substantielle des charges de l'exercice de la démocratie au Sénégal. Pourquoi convoquer le peuple pour un référendum? On dit que le pays est dans une situation extraordinaire. Ce qui est vrai, et nous savons tous la cause. Nous avons des élections locales à venir. Convoquer des maires pour essayer de trouver les moyens de reporter une élection locale. Pourquoi prendre un engagement pour aller vers un référendum? Pour demander quoi aux Sénégalais? Est-ce que je dois déclarer mon patrimoine à la sortie ou pas? Est-ce que je dois être président de parti ou pas? Le président de la République, quand il décidait de démissionner de son poste de secrétaire général de PASTEF, il n'a averti personne. Quand je l'ai appris par la presse, je l'ai appelé. J'ai dit, mais pourquoi vous avez démissionné? Il dit, non, je dis, vous n'êtes pas président de PASTEF. Et c'est notre engagement, nous, ce n'est pas dans la Constitution. Donc vous n'êtes pas tenu de démissionner. Vous pouvez rester, quitte à vous doubler et mettre un secrétaire général adjoint. Il a dit, non, je vais être au-dessus de la mêlée, etc., etc. 2 ans plus tard, il ne veut plus être au-dessus de la mêlée. Quel est le problème? Pourquoi ça peut gêner le président de la République? Lui-même qui l'a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer à l'entrée et à la sortie. Il l'a dit, les vidéos sont là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Lui-même a dit, dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, que le président de la République ne peut pas être président de parti, parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque son statut de président de la République. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Qu'est-ce qui lui est arrivé? En quoi cela peut gêner? Nous, on déclare à l'entrée et à la sortie. Moi, j'ai déclaré en tant que Premier ministre. J'ai 3 mois pour déclarer à la sortie. Et je vais déclarer la semaine prochaine. Pourquoi le président de la République ne déclarerait pas à l'entrée et à la sortie? Quel est le problème? Cette constitution, cette réforme est l'une des plus consolidantes,
l'une qui nous permet de faire des pas de géant dans le perfectionnement de la démocratie sénégalaise, dans la transparence dans la gestion publique. Si vous n'êtes pas content, monsieur le député, vous venez ici et vous prenez la parole. dégg nga gouvernement mënul ñëw fii ñu koy wax dëgg ministre yi ñëw fii ñu leen di wax dëgg DG yi di ñëw fii ñu ñuy wax dëgg ñu ne bu ñuy waxtaanee mbiru assemblée nationale du ñu waxante dëgg fii dañuy waxante dëgg. Si vous n'êtes pas content, vous venez ici. Si en tant que membre du bureau, monsieur le Président, vous êtes en train de laisser, d'accord, ce membre du bureau-là perturber nos prises de parole et c'est inacceptable. Mais vous vous prenez pour qui? Pour qui vous vous prenez? S'il vous plaît. Honorable, Ismaïla. Honorable. S'il vous plaît. Laissez-le terminer. Allez-y. Mais il est membre du bureau. Je fais une critique au bureau. Mu ne waruma ko def. Te ministre yi ñëw fii ñu leen di critiquer. DG yi ñëw fii ñu leen di critiquer. Ma ne cette critique-là c'est pour améliorer les choses. Buñ ko defulee li nar a am. Je dis tous les membres du bureau nag. Buñ ko defulee li nar a am. Ñun ñii nekk député te bokkuñu ci bureau bi li nar a am mooy tey. À Monsieur le Président de la République et votre Premier ministre, vous êtes les 2 étoiles de notre pays, comme ceux de notre maillot national désormais. Vous êtes le symbole de la vitalité, de l'énergie, du dynamisme de notre pays. Cette victoire est aussi la vôtre, celle de la fraternité, de la solidarité, de la confiance et de l'abnégation. Nous ne doutons pas un seul instant que notre victoire donnera un peu plus de force à l'élan à mener au Sénégal vers le chemin de la croissance. Et la phrase c'était, en fin de compte ou en conclusion, que le secret était transparent et que la transparence était secrète. Peut-être que ça ne vous prendra pas 20 ans à comprendre. Et mon délai court toujours parce que j'ai toujours rien compris. Je ne suis pas aussi. Chaque fois que j'ai rencontré les avocats, ou j'ai participé à une rencontre d'avocats, à la manifestation, je me rends compte que quand on parle, on peut. Mais pour ces que nous sommes humains et donc pas parfaits et que nous avons tous droit à une seconde chance. Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux. Les chefs d'institution, les membres du gouvernement et autres, ils sont quand même à jour. Ils ne sont pas sur cette liste. J'ai dit, je ne peux pas donner de chiffres exacts, mais j'ai dit ministère. Oui. Et institutions, y compris les ministres et chefs d'institutions. Ah bon? On a 9, 8 au moins. Il y a des ministres encore qui n'ont pas encore fait de déclaration de patrimoine. Bien sûr. Ah oui. Ça, c'est évident. Et j'ai été très clair. Pour les autorités ministérielles qui n'ont pas encore satisfait à leur obligation de déclaration de patrimoine, nous les invitons à se conformer à la loi. Très bien. Et de façon solennelle. Et s'ils ne se conforment pas à la loi, nous, on applique la loi. En mettant en œuvre l'ensemble du dispositif de sanctions à notre disposition. D'autres chefs d'institution aussi? Des chefs d'institution, oui. Ok. Oui, ils n'ont pas encore déclaré envoyé leur liste nominative. Et des ministres qui n'ont pas encore fait. Ce qui se passe ici n'est pas du nouveau parce que nous savons tous la confrontation qu'il y a eu entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye, le président sénégalais. Le président sénégalais qui a été choisi par Ousmane Sonko pour être président et ensuite Ousmane Sonko qui se sent trahi. Le parti politique PASTEF qui se sent trahi par le président Diomaye Faye. C'est-à-dire, le président est censé travailler sur le projet PASTEF. Mais, bizarrement, on voit le projet qui passe d'un côté, ce qui a provoqué une tension entre les deux partis. Donc, la famille, restons jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre et bien décortiquer ensemble. Un vote, 129 voix, 0 voix contre. Et pourtant, ce jour-là, un pays tout entier a basculé dans l'incertitude la plus totale. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une simple loi votée dans un hémicycle lointain, c'est l'histoire d'une trahison politique, d'une alliance brisée entre 2 hommes qui avaient promis de tout changer et d'un bras de fer qui pourrait redessiner l'avenir de toute une nation. Accrochez-vous, parce que ce qui s'est produit au Sénégal le 29 juin 2026 dépasse largement le cadre d'une simple réforme institutionnelle. Tout commence dans un hémicycle en pleine ébullition.
La séance plénière de l'Assemblée nationale sénégalaise devait, en théorie, se dérouler dans un calme relatif. Mais à peine plus d'une heure après l'ouverture des débats, la tension explose. Un député de l'opposition refuse catégoriquement de quitter le pupitre. Les injonctions du président de l'Assemblée restent sans effet. Des élus de la majorité tentent alors de le déloger physiquement, provoquant une scène de chaos total, jusqu'à ce que les forces de l'ordre soient contraintes d'intervenir directement dans l'enceinte parlementaire. Une image rare, presque irréelle pour un pays souvent cité comme un exemple de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi une telle explosion de violence verbale et physique au sein même du temple de la démocratie sénégalaise? La réponse tient en un seul mot: pouvoir. Ce jour-là, les députés ne débattaient pas d'un texte anodin. Ils s'apprêtaient à voter une proposition de loi portant le numéro 17-2026, un texte qui vise ni plus ni moins qu'à réécrire en profondeur les fondements mêmes de la Constitution sénégalaise. Un texte capable de redistribuer les cartes du pouvoir entre le président de la République, le Premier ministre et le Parlement. Et le résultat du vote a de quoi glacer le sang de tous les observateurs. 129 députés présents. 129 voix pour. Une unanimité totale, un score qui dépasse largement la majorité qualifiée des 3/5 exigée par la Constitution pour ce type de révision. Derrière ce raz-de-marée parlementaire se cache une force politique dominante. Le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, allié à la majorité présidentielle. Leur objectif affiché: rééquilibrer les pouvoirs à l'intérieur de l'État, renforcer le rôle du Parlement et réduire certaines prérogatives jusque-là réservées au président de la République. Face à ce raz-de-marée, la réaction du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, ne s'est pas fait attendre. Mais elle a surpris tout le monde. Plutôt que de promulguer directement la loi votée à l'unanimité par ses propres alliés, le président a choisi une toute autre voie, celle du référendum. Par la voix de son ministre de la Justice, il a annoncé qu'il ne validerait pas le texte tel quel, s'appuyant sur l'article 103 de la Constitution pour renvoyer la décision finale entre les mains du peuple sénégalais. Un choix qui a immédiatement été perçu comme un désaveu spectaculaire de ses propres alliés politiques, ceux-là même avec qui il avait combattu pendant plus de 10 ans. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre l'ampleur de cette crise, il faut remonter quelques années en arrière, à l'époque où deux hommes, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, formaient un duo inséparable, unis par un même combat contre ce qu'ils appelaient alors la monarchie présidentielle héritée de l'ère Macky Sall. Une époque marquée par les arrestations, les mobilisations populaires massives et même l'exil politique pour certains. Le PASTEF s'était construit précisément en opposition à cette concentration excessive du pouvoir entre les mains d'un seul homme, en promettant une véritable rupture démocratique une fois arrivé au sommet de l'État. 2 ans après leur victoire commune, la promesse de 2024 semble se concrétiser à travers cette réforme constitutionnelle. Sauf qu'elle intervient dans un contexte totalement inattendu, celui d'une fracture profonde à l'intérieur même du camp qui avait remporté la victoire ensemble. Ousmane Sonko et le PASTEF viennent de remporter une bataille parlementaire écrasante avec un vote adopté à l'unanimité des présents. Mais cette victoire législative force désormais le pays à franchir une étape suivante, bien plus périlleuse. Le référendum voulu par le président Faye lui-même. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre que la mécanique légale qui est au cœur de cette crise. L'article 103 de la Constitution sénégalaise prévoit 2 chemins possibles pour réviser le texte fondamental du pays. Le premier chemin, c'est l'Assemblée nationale qui initie elle-même la révision à travers une proposition de loi, exactement comme cela vient de se produire. Le second chemin, c'est le président de la République qui peut, de son côté, déposer un projet de loi similaire. Une fois la proposition votée, une règle simple s'applique. Si le texte obtient la majorité qualifiée des 3/5 des députés, il est automatiquement considéré comme adopté et approuvé sans même avoir besoin de passer devant le peuple. En dessous de ce seuil, en revanche, un référendum devient nécessaire. Or, dans ce dossier précis, la majorité qualifiée a bel et bien été atteinte lors du vote du 29 juin. Le président avait donc, en théorie, la possibilité parfaitement légale de laisser le texte suivre son cours naturel vers la promulgation directe, sans consultation populaire. Il a pourtant choisi de ne pas le faire. Il a délibérément imposé le passage par un référendum. Un choix qui, aux yeux de nombreux observateurs et de ses anciens alliés du PASTEF, ressemble davantage à une manœuvre politique calculée qu'à un simple respect scrupuleux de la démocratie directe. Alors,
Que contient réellement ce texte pour provoquer une telle levée de bouclier? Entrons maintenant dans le détail concret de cette réforme qui pourrait transformer durablement la vie institutionnelle du Sénégal. La proposition de loi a été déposée par 6 députés du PASTEF. Elle réécrit intégralement le préambule de la Constitution, touche entre 29 et 30 articles selon les décomptes, les sources variant légèrement sur le chiffre exact, crée un tout nouvel article, le 67-1, et remplace purement et simplement l'actuel Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle au pouvoir élargi. Commençons par ce préambule totalement réécrit. Il met en avant des valeurs fortes comme la souveraineté nationale, la transparence dans la gestion des affaires publiques, les droits sociaux fondamentaux et même la modernisation du pays à travers, par exemple, l'idée d'un accès universel aux communications électroniques pour tous les citoyens sénégalais, y compris dans les zones les plus reculées du territoire. Mais le véritable séisme institutionnel se trouve ailleurs, dans un article qui touche directement au cœur du pouvoir présidentiel. L'article 38. Cette réforme introduit en effet une incompatibilité stricte et sans précédent entre le fait d'occuper la fonction de président de la République et celui de diriger simultanément un parti politique ou une coalition. Autrement dit, si ce texte venait à être validé, le président sénégalais ne pourrait plus jamais être à la tête de sa propre formation politique. Son rôle vis-à-vis de son parti deviendrait purement honorifique, symbolique, sans aucun pouvoir de décision réel. Il ne pourrait participer activement à une campagne électorale que dans un seul et unique cas de figure, s'il est lui-même candidat à sa propre réélection. Imaginez l'impact d'une telle disposition sur l'équilibre du pouvoir au Sénégal. Un président qui ne contrôle plus son propre parti, c'est un président qui perd une grande partie de son influence politique directe sur le terrain, sur les mobilisations, sur les stratégies électorales futures. C'est précisément ce point qui, selon plusieurs analystes, cristallise une bonne partie des tensions actuelles entre Bassirou Diomaye Faye et son ancien mentor politique devenu rival, Ousmane Sonko. Mais ce n'est pas tout. Un deuxième changement majeur touche directement à la relation entre le président et son premier ministre à travers l'article 42 de la Constitution. Jusqu'à présent, la politique de la nation était définie de manière exclusive par le seul président de la République. Avec cette réforme, cette politique devrait désormais être définie en concertation obligatoire avec le Premier ministre. Un véritable transfert de poids institutionnel vers le chef du gouvernement, qui verrait ainsi son influence considérablement renforcée face à un président dont les prérogatives se trouveraient, elles, nettement rognées. Et la liste des bouleversements ne s'arrête pas là. Loin de là. Dans la suite de cette vidéo, nous allons découvrir comment le Parlement sénégalais s'apprête à obtenir des pouvoirs d'enquête totalement inédits, capables de faire trembler jusqu'aux contrats pétroliers et miniers les plus secrets du pays. Nous allons aussi comprendre pourquoi Ousmane Sonko a récemment tenu des propos d'une rareté et d'une dureté inhabituelles à l'encontre de son ancien allié, l'accusant ouvertement de trahir un combat mené ensemble pendant plus de 10 ans. Et surtout, nous allons explorer les 3 scénarios possibles qui pourraient découler de ce référendum à haut risque, dont un scénario noir capable de plonger tout un pays dans une instabilité prolongée. Restez avec nous, parce que la suite de cette histoire est encore plus explosive que ce que vous venez d'entendre. 3 juillet, 15h22. Olavib. Nous avons laissé cette histoire sur un point de bascule. Un président qui refuse de promulguer directement une loi votée à l'unanimité par ses propres alliés et qui préfère renvoyer la décision finale au peuple sénégalais à travers un référendum. Mais derrière cette décision, en apparence démocratique, se cache en réalité une guerre de pouvoir d'une intensité rarement vue entre 2 hommes qui, il y a encore 2 ans, incarnaient ensemble l'espoir d'un renouveau politique total pour le Sénégal. Poursuivons d'abord notre exploration du contenu de cette réforme constitutionnelle, car les changements prévus vont bien au-delà de ce que nous avons évoqué précédemment. Le Parlement sénégalais, s'il obtient gain de cause, sortirait considérablement renforcé de cette réforme. Ses pouvoirs d'enquête seraient élargis de manière spectaculaire. Il pourrait désormais auditionner toute personne jugée utile à ses travaux, avec certaines réserves liées aux immunités classiques. Mais l'élément le plus explosif concerne les ressources naturelles du pays. Le gouvernement aurait désormais l'obligation légale d'informer systématiquement l'Assemblée nationale de toutes les conventions d'investissement portant sur le pétrole, le gaz ou les mines, via un nouvel article, le 25-1 révisé. Concrètement, cela signifie que les contrats pétroliers, gaziers ou miniers ne pourraient plus jamais être signés dans l'ombre, loin des regards des élus de la nation.
une disposition qui pourrait bouleverser durablement la manière dont les richesses naturelles du Sénégal sont négociées, gérées et redistribuées, dans un pays où ces questions sont depuis toujours entourées d'une opacité largement dénoncée par la société civile. Le nouvel article 67-1, quant à lui, vient réaffirmer la possibilité pour le Parlement d'adopter des résolutions contraignantes, tandis que la dissolution de l'Assemblée nationale par le président deviendrait beaucoup plus encadrée que l'auparavant. Certaines versions du texte discuté prévoient même une limitation stricte à une seule dissolution possible par mandat présidentiel, une mesure qui viserait directement à protéger la stabilité et la longévité des mandats des députés face aux velléités d'un exécutif trop puissant. Quatrième axe de cette réforme colossale. La justice constitutionnelle change littéralement de nature. L'actuel Conseil constitutionnel disparaîtrait purement et simplement au profit d'une toute nouvelle Cour constitutionnelle. Cette institution passerait de 7 à 9 membres, avec des mandats non renouvelables, une mesure destinée à renforcer son indépendance. Ses compétences s'élargiraient également en matière constitutionnelle, électorale et référendaire, lui conférant un rôle d'arbitre bien plus puissant qu'auparavant dans la vie politique sénégalaise. Enfin, d'autres dispositions viendraient encadrer beaucoup plus strictement les actes que peut poser l'exécutif entre le jour du scrutin présidentiel et la proclamation officielle des résultats, une période particulièrement sensible où l'ancien président reste encore en fonction. Le statut de l'opposition serait lui aussi renforcé, avec quelques nuances selon les différentes versions du texte qui ont circulé au sein de l'Assemblée. Maintenant que le contenu de cette réforme est clair, une question s'impose. Pourquoi une telle levée de bouclier de la part du président ? Pour comprendre cela, il faut plonger au cœur de la rivalité qui oppose désormais Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, deux hommes qui pendant plus d'une décennie ont combattu côte à côte contre ce qu'ils dénonçaient eux-mêmes comme une dérive autoritaire du pouvoir exécutif sous l'ère précédente. Du côté d'Ousmane Sonko et du PASTEF, l'objectif affiché est limpide. Rééquilibrer les pouvoirs pour éviter que tout se concentre entre les mains d'un seul homme, renforcer la transparence sur la gestion des ressources naturelles et consolider durablement le rôle du Parlement et du Premier ministre dans la gouvernance du pays. Mais derrière cet objectif officiel se cache, selon de nombreux observateurs, une logique bien plus stratégique et beaucoup moins avouée publiquement. Celle de limiter l'autonomie grandissante d'un président jugé trop indépendant et de préparer méthodiquement le terrain pour l'élection présidentielle de 2029 avec Ousmane Sonko lui-même comme acteur central de cette future bataille électorale. Du côté de Bassirou Diomaye Faye, la logique est radicalement différente. Le président considère cette réforme comme précipitée, voire instrumentalisée à des fins purement personnelles par son ancien allié devenu rival. En choisissant la voie du référendum, plutôt que la promulgation directe, il cherche avant tout à faire trancher le peuple lui-même, que ce soit pour légitimer définitivement le texte ou, au contraire, pour le bloquer purement et simplement, tout en affirmant sa propre autorité présidentielle face à celui qui fut autrefois son mentor politique incontesté. Et c'est précisément dans ce climat de tension extrême que Ousmane Sonko a tenu des propos publics d'une dureté rarement égalée envers son ancien allié, l'accusant explicitement de renier les engagements historiques pris par le PASTEF, un parti né il y a plus d'une décennie autour d'un même idéal de rupture démocratique. Selon lui, ce que reproduit aujourd'hui le président Faye n'est autre que les pratiques mêmes que les deux hommes avaient combattues ensemble contre l'ancien système. L'hyper-présidentialisme, le remaniement des textes institutionnels au seul profit de celui qui détient le pouvoir, ainsi que le manque chronique de transparence. Sonko va même jusqu'à affirmer publiquement que la Constitution n'appartient à personne, et surtout pas à un seul homme qui déciderait unilatéralement de trier les dispositions qui l'arrangent de celles qui le dérangent. Il rappelle avec une émotion palpable les sacrifices communs des deux hommes. Les emprisonnements, les mobilisations populaires massives, l'exil politique forcé. Une phrase résume à elle seule toute la charge émotionnelle de cette rupture. Qu'est-ce qui a réellement changé chez celui qu'il considérait autrefois comme son petit frère politique, devenu depuis président de la République ? Sur le fond, Sonko reproche très concrètement à Faye d'avoir voulu modifier cette réforme de manière sélective, en ne conservant que les dispositions qu'il arrangeait personnellement en tant que chef de l'État, notamment sur la question sensible de la déclaration de patrimoine ou encore sur l'incompatibilité entre les fonctions présidentielles et la direction d'un parti politique. Une accusation grave qui laisse entendre que le président chercherait avant tout à préserver sa capacité à s'enrichir sans avoir de compte à rendre sur l'origine de cette richesse.
Face à cette rivalité désormais publique et assumée entre les deux hommes, 3 grands scénarios se dégagent pour la suite des événements. Le premier scénario, c'est celui d'un référendum validé massivement par le peuple sénégalais. Dans ce cas de figure, le Parlement sortirait considérablement renforcé, mais la cohabitation entre Faye et Sonko resterait extrêmement tendue, avec une possible reconfiguration complète et durable du paysage politique sénégalais dans les mois à venir. Le deuxième scénario, c'est celui d'un référendum rejeté par les électeurs. Ce serait alors une victoire nette et incontestable pour Bassirou Diomaye Faye, mais cette victoire laisserait derrière elle une fracture profonde et durable à l'intérieur même du PASTEF, entre les partisans les plus fervents de Sonko et ceux qui resteraient fidèles au président en exercice. Le troisième scénario, le plus sombre de tous, c'est celui d'une crise politique prolongée, alimentée par un possible boycott massif ou des contestations violentes qui viendraient directement impacter l'économie tout entière du pays, en particulier les investissements étrangers tant attendus et la gestion déjà délicate de la dette publique sénégalaise. Concrètement, les risques réels identifiés par les analystes restent pour l'instant modérés à court terme, mais bien réels. Il y a d'abord un risque sérieux de cohabitation totalement bloquée, avec des motions de censure répétées ou un refus systématique de coopération entre les institutions, ce qui paralyserait aussi bien le vote du budget national que l'ensemble des réformes en cours. Il y a ensuite le risque d'un référendum ouvertement contesté. Si la campagne venait à devenir violente ou si le boycott s'avérait massif, cela déboucherait immanquablement sur une véritable crise de légitimité concernant le résultat final. Il y a enfin le risque lié à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président conserve en effet ce pouvoir, même si la réforme prévoit justement de l'encadrer bien plus strictement qu'auparavant. Une dissolution provoquerait des élections anticipées, un scénario extrêmement risqué pour absolument tous les acteurs impliqués, y compris pour celui qui déciderait lui-même de la déclencher. Dans le pire des cas, envisageable par les observateurs les plus pessimistes, on pourrait même assister à une véritable escalade, des manifestations violentes dans les rues de Dakar et d'autres grandes villes, une multiplication incontrôlée des recours judiciaires, une fuite des capitaux hors du pays et des tensions qui pourraient remonter jusqu'aux plus hautes sphères de l'armée et de la police sénégalaise. Pendant ce temps, le président Faye continue de se distancer méthodiquement de son ancien allié. Il gouverne aujourd'hui avec un Premier ministre technocrate, issu en partie de l'ancien régime, à la tête d'une coalition élargie beaucoup moins dépendante du PASTEF dans sa forme la plus pure et la plus radicale. Cette réforme actuelle ne fait qu'accentuer davantage ces divisions déjà profondes entre les deux hommes, puisqu'en poussant activement pour la tenue d'un référendum, Bassirou Diomaye Faye se positionne lui-même comme un arbitre républicain, au-dessus des querelles purement partisanes qui agitent aujourd'hui son propre camp politique. Globalement, ce dossier illustre une difficulté bien connue en sciences politiques et particulièrement fréquente sur le continent africain, celle de transformer un mouvement paix